Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cet échange avec le public de l'école alsacienne où nous sommes aujourd'hui, dimanche 11 février. Nous y sommes, quand je dis nous, c'est Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, David Jayes, essayiste et coprésident d'une société de conseil, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et Lucille Schmidt, vice-présidente de la Fabrique écologique. On est tous présidents, c'est la conférence des présidents ici. Je vous ferai remarquer que vous êtes tous présidents, mais en ce qui me concerne, je ne préside que moi-même. Et donc, nous avons dans un premier temps parlé de ce gouvernement complété de Gabriel Attal, et dans un deuxième temps, nous nous sommes posé la question de savoir ce que l'Europe ferait si les États-Unis abandonnaient ou lâchaient totalement ou partiellement l'Ukraine. C'est sur l'un ou l'autre de ces sujets que vos questions sont les bienvenues. La première, monsieur, c'est à vous. Je voudrais revenir un instant sur le problème avec monsieur Bayrou. Est-ce que vous pouvez monter un peu voilà. On ne parle plus du tout actuellement de la proportionnelle. Et cette option de proportionnelle pourrait être quelque chose qui mettrait un coup de pied dans la fourmilière en forçant le Parlement à changer ses pratiques. Parce que on aurait une espèce d'obligation en quelque sorte, quelle que soit la composition que donneraient les élections parlementaires, qui pourraient évidemment donner au Rassemblement national une place importante, mais on aurait une obligation de construire une majorité. Or, plus personne n'en parle, y compris Bayrou. Qui était le chantre de la proportionnelle pendant des décennies. Donc je voudrais savoir ce que M. Bourlange en pense. Nous voudrions tous savoir ce que M. Bourlange en pense. M. Bourlange lui-même voudrait savoir ce que M. Bourlange en pense. Oui, il m'arrive assez fréquemment de ne pas être d'accord avec moi-même. Oui, vous avez raison, nous sommes, au Modem, nous sommes des intermittents de la proportionnelle. Nous sommes en principe pour... Nous ressortons régulièrement de notre poche le drapeau de la proportionnelle et puis nous le remettons dans notre poche pendant quelques années. Le problème de la proportionnelle, ce qui est très difficile tactiquement, c'est que la proportionnelle, c'est un scrutin de vaincus. Or, ce sont les vainqueurs qui votent. Et les parlementaires ont toujours l'idée que le scrutin qui les a fait élire est le bon. Et donc, quand on leur dit « bah non, vous voyez, ça se présente pas bien, donc vous avez plutôt intérêt à limiter vos pertes », et donc à assurer avec la proportionnelle, ils disent oui, mais enfin quand même non. Et alors le seul moment où on a fait la proportionnelle, c'est parce que François Mitterrand, qui avait du sang-froid, avait très bien compris que ce serait un désastre et qu'il a imposé à ses troupes, à la fin de son premier mandat législatif des socialistes, de changer cela. Donc il y a une espèce de rythme qui va jamais. On dit oui, il faudrait la proportionnelle. Mais oui, non, parce que bon, c'est. Mais au-delà de ça, alors la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que les gens disent regardez, d'abord on l'a déjà la proportionnelle puisque au scrutin majoritaire à 2 tours, vous avez un groupe LFI très important et vous avez un groupe RN très important. Donc ça ne sert à rien et ça n'ajouterait à rien, sinon de rendre encore un peu plus difficile, un peu plus relatif, si je puis dire, la majorité. Centrale. Je crois que c'est une. D'abord, ça prouve que le majoritaire ne garantit pas du tout l'apparition d'une majorité à partir du moment, et ça c'est un phénomène durable, où l'ordre politique est tripartite. Et il est tripartite et durablement tripartite. Il y a une polarisation droite-gauche aux 2 extrêmes et au milieu, il y a un tas de gens qui ne veulent ni d'être extrême droite ni d'extrême gauche, et qui sont pas simplement des différences de degrés. C'est que les choix, que ce soit sur l'Europe, sur les alliances militaires, sur les institutions, sur l'ouverture économique, sur l'organisation sociale, sont des choix radicalement différents entre l'extrême droite et la droite modérée, entre la gauche modérée et la gauche mélenchoniste. Donc, cette affaire ternaire existe. Mais alors, à ce moment-là, le grand problème, moi je suis d'accord avec ce que me paraît suggérer votre observation, c'est que le système n'est pas bon, parce que il empêche effectivement des gens
que ce soit des gens du LR ou de la gauche démocratique, la gauche non communiste, comme on disait naguère, la gauche non mélanchoniste, ils les empêchent d'être libres de leurs alliances. Et en réalité, ça favorise le scrutin majoritaire, même s'il y a, comme c'est maintenant polarisé aux extrêmes, ça favorise une mise en coupe réglée de cet immense espace majoritaire. Alors que vous avez raison, si nous avions une proportionnelle raisonnable, c'est-à-dire, raisonnable, ça veut dire quoi? Ça veut dire un seuil de 5% pour éviter ces espèces de situations à l'israélienne où n'importe quel escroc se fait élire pour se faire protéger. Une circonscription de dimension raisonnable, c'est-à-dire, par exemple, globalement, le département, un scrutin à la plus forte moyenne, qui est plutôt plus favorable aux grandes listes que la répartition au plus fort reste. Donc il y a un certain nombre de conditions techniques, mais si nous avions ça, nous aurions à l'Assemblée des gens qui seraient libres de leur vote, de leur choix, de leurs alliances, et qui ne vivraient pas sous la menace constante des représailles de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Philippe ? Lucille Smith. Oui, moi je voulais rappeler une chose, c'est qu'on va avoir un scrutin à la proportionnelle avec les élections européennes et que ça nous permettra de juger éventuellement de la maturité aussi par rapport à ce que vient de dire Jean-Louis, des mœurs politiques en France. C'est-à-dire qu'on voit par exemple que du côté de la gauche, on a 3 listes principales qui vont sans doute faire des scores assez similaires, mais qui ont été incapables de se rassembler dans l'idée de peser. Et donc c'est pas la proportionnelle qui mécaniquement crée des mœurs politiques raisonnables. Et dans la situation actuelle d'extrême fragmentation, d'extrême division dans laquelle se situent par exemple les oppositions à gauche, ou la droite qui est aspirée par le Rassemblement national ou par les macronistes, on est dans une situation où je ne suis pas sûre que la proportionnelle favoriserait le fait d'avoir des discours raisonnables et des pratiques raisonnables. David Jayes. Oui, quelques remarques. D'abord, la proportionnelle est une nécessité parce qu'on a partout en Europe depuis 20 ou 30 ans un effondrement de la bipolarisation de la vie politique qu'on voit en Allemagne aussi. Et le système allemand, force est de reconnaître qu'il est beaucoup plus capable d'absorber cette fragmentation de la vie politique que le système français. La deuxième raison, c'est que la gravité des questions dont nous devons traiter, on a parlé du climat, de la guerre en Ukraine, nécessite un effort de consensus. Et parmi les arguments de mauvaise foi, Jean-Louis en a pointé 2, il y en a un que je trouve absolument absurde, il était encore récemment brandi par monsieur Marlex, selon lequel la proportionnelle serait une hérésie par rapport à l'esprit de nos institutions et par rapport à l'épure gaulliste. Alors que précisément, la Constitution de 58, c'est un chef du gouvernement qui tient compte des sensibilités qui s'expriment à l'Assemblée nationale et un président de la République qui préside. Moi, je crois précisément que si nous introduisons une forte dose de proportionnelle en déconnectant au maximum les élections législatives de l'élection présidentielle, nous remettrions au contraire l'Église au centre du village. C'est-à-dire qu'on aurait un Parlement dans lequel des sensibilités diverses s'expriment et tentent de trouver un compromis et un contrat de gouvernement majoritaire, et le Premier ministre en serait l'émanation, et puis un président qui pourrait se concentrer sur le temps long, et ça nous permettrait de revenir justement à l'esprit de 58, pas de le dénaturer. Béatrice Gibelin. Oui, quand tu dis, David, que l'Allemagne est plus à même de gérer cette situation, je trouve que la situation en Allemagne n'est pas du tout rassurante en ce moment. Et les tensions sont extrêmement fortes. Et le SPD, qui est vraiment en grande fragilité par rapport à une AfD très en grande dynamisme, n'est pas très rassurante sur cette idée qu'ils sont mieux capables que nous de gérer cette situation. J'arrive pas à comprendre pourquoi, bien que Jean-Louis parlait des vaincus et des vainqueurs, pourquoi on n'arrive pas à trouver un consensus sur cette proportionnelle. Je ne comprends pas pourquoi. Ni dans les partis. Tout le monde dit qu'on en veut bien, mais ça ne se fait absolument jamais. Monsieur Lao. Oui, merci pour l'émission déjà. Je voulais justement parler de cette élection qui va avoir lieu dans 4 mois, qui est l'élection européenne du 9 juin. Je m'interroge, à 4 mois, comment se fait-il que
les mouvements issus de la majorité présidentielle, dont M. Bourlange est un acteur éminent, n'ont toujours pas, comment dirais-je, esquissé l'idée d'une liste et de candidature pour cette élection, sont bien les seuls en France à ne pas l'avoir fait, alors que, comme l'a souligné M. Bourlange, en 2017, c'était quand même un axe considérable du président de la République, et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de partis européens en France. C'est notre inquiétude, et c'est aussi celle qui a été soulignée par David Jaiz, qui expliquait que on pouvait craindre que les deux questions essentielles, l'Ukraine et le climat, perdent au change. Alors, la question est, y aura-t-il une non-campagne de la majorité présidentielle aux européennes, comme il y a une non-campagne de la majorité présidentielle aux présidentielles? Éminent Bourlange. Oui, moi je partage votre interrogation, je ne comprends pas très bien. J'observe que le président de la République est un homme qui prend son temps et qui prend parfois plus que son temps, notamment par exemple sur la composition du gouvernement. On serait épargné bien des difficultés s'il avait formé ce gouvernement il y a 8 jours seulement. Et là, je sens une extension de ce que j'appelle ironiquement, et la personne ne m'en voudra pas, la jurisprudence Catherine Pégard. C'est-à-dire que 3 ans après l'expiration de son mandat, Catherine Pégard continue de ne pas être remplacée et diriger l'établissement public de Versailles. Elle est remplacée. Bon, elle est remplacée par le directeur du musée d'Orsay. Moi, je souscris à votre idée. Je pense que la majorité gagnerait à désigner son chef de file avant les élections. Monsieur et après monsieur. Bonjour à tous. Et d'abord, je voudrais remercier cette noble assemblée de présidents pour cette belle émission. Ma question porte sur le sujet numéro 2, relatif à la guerre en Ukraine et la position avec l'Union européenne et les États-Unis. Donc nous savons tous, je crois, que la Russie ne peut pas gagner cette guerre, ne peut pas perdre cette guerre, alors que l'Ukraine ne peut pas la gagner. Je pense que c'est une considération sur laquelle il est difficile de revenir. Alors maintenant, concernant les objectifs, Madame Schmitt a mentionné d'éventuels objectifs pour l'Union européenne, mais il ne faut pas oublier l'objectif venant des États-Unis. Et l'objectif concernant les États-Unis, venant des États-Unis, lui, il est déjà atteint. Comme l'avait souligné M. Austin, le secrétaire américain à la Défense, dès mars 2022, il a dit que l'objectif pour les Américains, c'était d'affaiblir, autant que faire se peut, la puissance militaire russe. Fait. Donne. Maintenant, concernant l'objectif de l'Union européenne, là, je crois qu'effectivement, il faut s'interroger sur cet objectif. Évidemment, c'est les grands principes, l'application du droit international, du droit humanitaire, le respect des frontières, la non-interférence dans les États, le respect l'inviolabilité des frontières, telles que mentionnées notamment par l'acte fondateur d'Helsinki. Mais est-ce que, véritablement, l'Union européenne est en mesure de définir un objectif réaliste sur lequel elle pourrait se réunir et vraiment essayer d'y parvenir? Je vous remercie. Lucille Schmitt. Oui, moi je trouve que, effectivement, dans mon intervention, je disais, au fond, aujourd'hui, l'Union européenne s'est plus rapprochée de la position des voisins de l'Ukraine ou des pays baltes, des voisins de la Russie, sur l'idée qu'une victoire sur la Russie est une victoire nécessaire pour l'Union européenne. Mais dans votre question, ce qui est très compliqué, c'est au fond la façon dont on peut définir une victoire qui soit à la fois celle de l'Union européenne et celle de l'Ukraine. Pour l'instant, ce qu'a fait l'Union européenne, c'est qu'elle a proposé à l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne, ce qui évidemment n'est pas qui ne présente certainement pas une solution d'urgence par rapport à ce qu'elle vit. Et donc vous avez raison de souligner qu'aujourd'hui, la discussion est complexe parce que les premiers à définir la victoire, c'est quand même les Ukrainiens. Mais on se rappelle qu'Emmanuel Macron, au début du conflit, osait dire ou osait suggérer qu'il fallait préserver la capacité de négociation avec Poutine, et on se rappelle des discussions qui ont eu lieu là-dessus avec ses homologues européens. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas considérer, comme vous venez de le dire, que forcément l'Ukraine perdra. Mais toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça signifie une victoire ou une défaite.
qui est quelque chose qui, en termes de stratégie, doit être effectivement un sujet de réflexion, de définition. Pour commencer, Thierry Breton a très bien dit une chose, c'est qu'il fallait que l'Union européenne puisse livrer 1 million d'obus à l'Ukraine d'ici mars, et comme le rappelait David Jess, qu'il fallait réorganiser les capacités de défense de l'Union européenne, y compris en termes de contrats, y compris en termes de rôle des acteurs privés, des entreprises qui fabriquent des armements. C'est une écologiste qui le dit, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, je dois moi aussi changer d'univers mental. Et à partir de là, tout l'enjeu, c'est effectivement, pour commencer, une victoire de l'Europe, c'est d'organiser une forme de défense européenne et de capacité à produire des armements qui permettront à l'Ukraine d'être plus forte. Voilà une première victoire d'étape. Les grandes victoires se construisent avec des victoires d'étape. Béatrice Gibelin. Pour aller dans le sens de Lucile, j'ai fini mon intervention tout à l'heure en disant que c'était sous la menace que l'Union européenne a avancé. Sous la pandémie, on a avancé. Dans cette situation de menace de nos démocraties, de ce qu'est l'Europe aujourd'hui, je pense qu'on est aussi, une fois encore, capable d'avancer. C'est Thierry Breton qui propose de faire des contrats cadres, comme il l'a fait pendant la pandémie avec les vaccins, de façon à pouvoir mettre en marche la machine européenne qui est puissante pour pouvoir avancer plus vite. Et je pense que je ne désespère pas d'une certaine façon de ce que les Européens sont capables de faire en situation de très grave crise. Et regardez, on avait dit qu'Orban ferait du chantage et qu'il n'y aurait pas d'accord facile pour les 50 milliards. Bon, il a fait du chantage, mais en fait, il n'a pas obtenu autant qu'on l'a dit. On avait dit le Fico, le Slovaque, va soutenir Orban, et en fait, il est rentré dans le rang aussitôt, sans discuter. On n'est pas obligé de désespérer de tout le temps. Jean-Louis Bourlanges. Oui, en tout cas, le triangle de Weimar est reconstitué et quand même un moteur extrêmement puissant. Le triangle de Weimar, c'est la France, la République fédérale d'Allemagne et la Pologne, et c'est quand même quelque chose qui compte, et que je pense que ça explique assez largement les prudences nouvelles de Hongrois et du Slovaque. Bon, moi, ce que je crois, c'est d'abord, je vous renvoie à un article qui, je crois, est paru, moi je l'ai lu, mais il est paru dans le site Telos de Gilles Andréani, et il montre quelque chose de juste, c'est que nous sommes enclins au pessimisme. Mais l'Ukraine n'a pas perdu la guerre. Et tant que c'est la Russie, tant que la Russie n'a pas gagné, la Russie a perdu. Regardez les objectifs fondamentaux de Poutine, aucun n'a été atteint. Il voulait effectivement réduire l'Ukraine à un État satellitaire, avec un gouvernement qui serait complaisant à son égard et qui fermerait la porte aux influences occidentales, une sorte de Biélorussie ukrainienne. Il a complètement échoué. Il voulait tenir les États-Unis en dehors de l'Europe. Pour l'instant, c'est le contraire. L'OTAN, les Américains sont manifestement énormément réimplantés en Europe. Il a conduit le Danemark à sortir de son exception géopolitique par rapport à l'Union européenne, la Suède et la Finlande à rejoindre l'OTAN. Donc c'est un échec total pour Poutine, et nous devons simplement, effectivement, veiller à ce qu'il ne reprenne pas la situation en main, et ça implique que nous soyons persévérants, mobilisés. Tout ce que vous avez dit sur l'Europe, c'est évident, mais on a des cartes en main, et il ne faut pas du tout, de ce point de vue-là, désespérer. Simplement, il y a une chose qui est importante et qui est grave, c'est que l'effet indirect de cet échec de Poutine, c'est la reconstitution d'un bloc. Reagan appellerait ça l'empire du mal, mais un bloc quand même constitué de gens qui sont des méchants de chez méchants. Hein. La Corée du Nord, l'Iran, et puis derrière, plus complexe, mais quand même assez inquiétant, la République populaire de Chine. Donc ça fait quand même, et là, la Russie, et c'est là où l'erreur de Poutine est manifeste, a perdu sa situation de leadership
d'hégémonie. Mais on a un bloc. On voit bien que c'est la Corée du Nord, l'Iran qui fournissent des armes, des drones, etc. Et ça, c'est ennuyeux. Et c'est en cela, comme je le suggérais tout à l'heure, que c'est une idée plutôt de Nicole, d'ailleurs, Niesotto, que Trump voudrait essayer de casser ce bloc. Et la dernière chose, c'est que effectivement, dans cette situation, comme Poutine n'a pas gagné, la seule façon pour lui de procéder, c'est que ça dure. Tant que la guerre dure, il n'a pas perdu. C'est exactement la même situation, mutatis mutandis, que celle de Netanyahou. Netanyahou a intérêt à prolonger la guerre, parce que quand la guerre s'arrête, c'est la casse-prison. Et donc, il prolonge la guerre, il annonce des mois, et Poutine, c'est la même chose. Et là, nous devons faire preuve de la qualité dont nous sommes le plus démunis, notamment nous autres Français. Le grand cardinal de Richelieu l'avait dit, c'est la persévérance et la constance dans l'effort. On a manifesté cette persévérance et cette constance dans l'effort à différents moments, notamment entre 14 et 18. Mais là, il faut tenir le coup, il ne faut pas se démoraliser, il faut augmenter nos capacités de production militaire, il faut accepter de mettre beaucoup plus d'argent sans pour autant que ça perturbe totalement notre mode de vie dans les affaires militaires. Et c'est cette qualité-là qui nous est demandée. Soyons persévérants, ce n'est pas l'habitude des Français. Eh bien, voilà un bon moment, une bonne occasion de changer d'habitude. Voilà. Échanger est en effet le but de ce moment, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour votre émission. On a parlé sur l'Ukraine de l'importance des élections américaines à venir, mais il y a un point qu'on n'a pas trop abordé, qui était suite aux récentes révélations ou état de fait et l'image que ça peut donner de l'état de santé du président Al-Sisi, de Biden. Quelqu'un a-t-il sur l'état de santé du président Biden des éclaircissements? Non, mais moi, j'ai pas d'informations croustillantes à vous livrer sur l'état de santé du président Biden. Et je sais pas s'il a subi une psychanalyse. Mais ce qui est intéressant avec les lapsus de Biden ces dernières semaines, c'est que c'est un fabuleux voyage dans la géopolitique de la guerre froide et de l'Europe des années 80. Moi, oui, Lucille. Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, il y a Donald Trump qui est rattrapé par la justice et que d'une certaine façon, la question de l'âge de Biden prend une importance plus forte très rapidement que la question du fait que Trump soit rattrapé par la justice. En tout cas, on imagine que Biden pourrait ne pas être élu, tandis qu'on pense que Donald Trump peut tout à fait être élu, alors même qu'il a il a piétiné l'état de droit. Et je trouve que ça éclaire sur les ressorts de la politique. C'est-à-dire qu'il y a l'état de droit, et puis il y a tout à l'heure, on écoutait Jean-Louis nous parler de Gabriel Attal avec des trémolos dans la voix. Il y a la question de l'incarnation. Ça, c'est l'âge. Non, mais c'était assez. Moi, je suis assez d'accord sur certaines choses. Et donc, je pense que cette question de l'incarnation est incroyable, c'est-à-dire qu'elle dépasse toute la rationalité. Et Joe Biden, effectivement, devrait renoncer, me semble-t-il, parce que Donald Trump, pourtant très vieux, avec les cheveux très teints et qui dit quand même des choses assez délirantes, apparaît davantage en mesure de gagner l'élection. Et ça éclaire sur la raison n'est pas la politique. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est vrai que Trump fait mentir la phrase d'Oscar Wilde qui disait que la jeunesse n'a plus de respect pour les cheveux teints. Mais je trouve que sur les problèmes cognitifs que nous évoquons, on voit bien qu'il y a une grande différence dans le bipartisme américain, parce que l'un se trompe par amnésie, Biden, et l'autre se trompe, il se trompe aussi, par ignorance. Qu'est-ce que vous préférez ? C'est ça le choix qui est offert aux Américains. Et Biden se trompe sur des choses qui n'ont pas une conséquence majeure, alors que c'est, pour l'instant, plutôt un très bon président. Oui, c'est quand même ça. Non, mais c'est quand même ça qui pas été sérieux. C'est quand même ça qui est un peu injuste, c'est quand même que Biden avait une très bonne administration, un très bon entourage avec des gens comme Jake Sullivan, Brian Deese. Il y a toute une bande de quadragénaires autour de lui qui ont fait une politique climatique, économique et industrielle tout à fait remarquable. Et d'ailleurs, l'économie américaine est en ce moment dans une forme olympique. On ne peut pas en dire autant de l'économie de l'Europe de l'Ouest. Mes chers camarades, quand une personne cause dans le poste, si quelqu'un se met à parler dans les autres micros, on n'entend absolument plus rien. Donc je suis absolument convaincu de l'intérêt de ce que vous dites en aparté, mais ça
parasite complètement l'ensemble. Je rappelle ça, je pense que je le dis à Jean-Louis depuis 25 là, ans qu'on fait de la radio ensemble, et là, aux autres parce qu'il vient même, d'arriver. Philippe, voilà. On a quand même compris en écoutant David que puisque les cadras étaient là, ça irait pour Biden. Monsieur. Oui, merci beaucoup. Vos propos jusqu'à présent ont été, si ce n'est sérieux, même voire grave. Ma question l'est un peu moins. C'est simplement dans la constitution de ce nouveau gouvernement, l'arrivée de Madame Rachida Dati. Je voudrais savoir, ça a été quand même un événement que j'ai trouvé étonnant, et ce que vous en pensez. Écoutez, quand ce gouvernement était formé, l'émission que nous enregistrions avait parmi les invités Richard Verly, notre confrère helvétique, et qui, ayant une mémoire de journaliste, a dit « Mais il y a un livre qui a paru sur Rachida Dati, d'une journaliste de l'Express. » Et en effet, j'ai été à l'Express en même temps que cette journaliste, Jacqueline Rémy, une excellente journaliste, et ce livre s'intitule « Du rimel et des larmes ». Il a paru aux éditions du Seuil, et il est une biographie, alors arrêtée, je dirais à peu près en 2015, je crois que ça doit être la date de parution de ce livre, et ce livre est tout à fait accessible puisque je me le suis procuré et que je l'ai lu. Il est extrêmement éclairant sur le fonctionnement de Rachida Dati, fonctionnement qui, à mon avis, va pas durer indéfiniment, d'ailleurs, parce que on peut pas, pendant très longtemps, elle a beaucoup utilisé le fait que si on s'opposait à elle, c'est qu'on était raciste, ou c'est qu'on était un bourgeois arrogant, etc. Mais ça, malheureusement, d'autres l'ont fait, ou qu'on était machiste, pardon, j'ai oublié aussi cet argument, d'autres l'ont fait. Sur ce plan, Madame Hidalgo, ça arrive à Paris, lui a quand même beaucoup mangé beaucoup mangé son pain. Par ailleurs, il y a beaucoup de choses qui m'étonne, c'est la manière dont le journalisme, les journalistes en général, avalent des choses. On ne sait pas très bien pourquoi. Par exemple, l'idée que Rachida Dati a réglé le conflit au Centre Pompidou. Ça n'a aucun sens. Que ce soit Rachida Dati, que ce soit une de ses prédécesseurs ou que ce soit une ou un de ses successeurs, c'est totalement impossible. On ne règle pas un conflit social en 8 jours. On arrive au moment où le conflit est réglé et on a la chance de pouvoir le signer. Quand on est ministre, c'est normal qu'on dise c'est moi qui l'ai réglé. Mais quand on est journaliste, on dit écoutez, ne nous prenez quand même pas pour des billes. Ensuite, le système, par exemple, dans le discours qu'elle a prononcé à la Cité de l'immigration, au Musée de l'histoire de l'immigration, ou dans le discours de ses vœux, où elle revient sur son passé, qui évidemment permet de créer une image, sur son passé d'aide-soignante. Le livre de Jacqueline Rémy montre qu'elle ne l'a jamais été. Aide-soignant, c'est un métier, il y a un diplôme, il y a une formation qu'il faut suivre, et sur beaucoup de points, sur d'autres diplômes, le fameux MBA qu'elle n'a pas eu et qui lui a servi notamment au moment où il a fallu qu'elle entre dans la magistrature. Enfin bref, si vous voulez vous faire une opinion, le mieux c'est d'aller la chercher dans l'information, et l'information dans ce livre de Jacqueline Rémy, Du rimel et des larmes, Rachida Dati, du rimel et des larmes, aux éditions du Seuil, vous permettra de vous faire une opinion. Ce qu'elle va faire au ministère de la Culture, ça c'est encore autre chose, et je n'ai aucune idée de ce qu'elle fera dans l'avenir, mais de ce qu'elle est et que ne peut pas ne pas savoir le président de la République, je pense que vous saurez l'essentiel dans cet ouvrage. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je dirais juste une chose. Notre regretté ami Pierre Asner disait « Rien de ce qui est anti-soviétique ne m'est étranger. » Moi, je dis à Paris, rien de ce qui est hostile à Hidalgo ne m'est antipathique. Alors, j'aimerais bien, ayant beaucoup écrit sur Paris, ayant beaucoup enseigné sur Paris, et m'étant même une fois investi dans une élection à Paris, j'aimerais bien pouvoir dire la même chose. Malheureusement, il y a une sorte de gémellité, une sorte de Castor et Pollux entre les deux noms que Jean-Louis vient de dénoncer, qui fait que j'ai beaucoup de mal à partager sa réjouissance à propos de cette rivalité. Lucille Schmitt. Oui, je vais pas prendre la parole pour défendre Anne Hidalgo, même si je pourrais le faire, mais je pense qu'il y a une chose, c'est que dans la nomination de Rachida Dati, il y a une sorte de survalorisation des transfuges
qui est, à mon avis, un mauvais signe par rapport à la façon dont Emmanuel Macron a réussi à constituer autour de lui une vraie société proche, à donner un avenir au macronisme. Donc ça, je trouve ça dommage. Après, il y a un deuxième point qui me semble important, c'est qu'elle l'a dit tout de suite. Elle a dit, moi, je viens au ministère de la Culture pour devenir maire de Paris. Je me suis dit, là, Emmanuel Macron a sous-estimé la capacité de Rachida Dati. Alors, j'ai pas lu du rimel et des larmes, mais je pense que ce qui est intéressant chez elle, c'est que c'est une sorte de jusqu'au-boutiste très conflictuelle, et que donc, à l'évidence, elle ne respectera aucune solidarité gouvernementale, et elle veut Paris, et elle veut pas le ministère de la Culture. Et donc, je terminerai en disant une chose, c'est que je trouve ça dommage. Je trouve que la précédente ministre de la Culture avait plutôt fait des choses pas mal. Je trouve ça dommage que lorsqu'on est ministre, je dirais la même chose pour Agnès Pannier-Runacher, que je trouvais une très très bonne ministre de la Transition énergétique. Pourquoi est-ce que quand on a un bon bilan ministériel, ça ne compte pas lorsqu'on refait le gouvernement ? C'est un point qui est à avoir en tête dans la crise démocratique actuelle. On est compétent, on porte les choses, on porte des lois, on porte, dans le cas d'Agnès Pannier-Runacher, quelque chose de très fort à Bruxelles. Eh ben, on est viré ou on est remis sur un strapontin à côté de Marc Fesneau. Quand même dommage. David Gies. Bon, comme j'ai dit il y a quelques jours à la télévision que j'avais une sympathie assez inexplicable pour Rachida Dati et que j'ai reçu des centaines de SMS de mes amis de gauche, y compris d'une personne autour de cette table que je ne citerai pas, je ne dirai rien. Il y a quelqu'un de gauche autour de cette table et je ne suis pas informé. En revanche, compte tenu du fait que ce podcast vient de franchir la barre du million d'auditeurs, je pense que Jacqueline Rémy peut être très heureuse de voir les ventes du rimel et des larmes s'envoler dès demain. Je pense que oui, en tout cas, je serais content d'y avoir contribué. Et puis surtout, juste un mot sur Paris quand même. Cette ville mérite mieux que cet affrontement entre ces deux personnes dont on voit bien, quand on voit les échanges qu'elles ont au Conseil de Paris, dont on voit bien qu'elles n'ont ni l'une ni l'autre, la moindre analyse de la situation de cette ville, le moindre projet sur les points les plus importants de la politique que nécessite cette ville, et même pas sur les problèmes de base que sont les problèmes financiers. Donc vraiment, cette ville, Paris, mérite mieux. Vous l'aurez compris, Philippe est candidat. Oui. Je peux dire un tout petit mot. J'ai passé l'âge. Bien pour permettre une alternance municipale à Paris, il est absolument essentiel de modifier le mode de scrutin. Oui, bien sûr. Le mode de scrutin par arrondissement, c'est-à-dire sur Paris, Lyon, Marseille, qui a été maintenu en grande partie parce que le maire de Marseille de l'époque et le maire de Lyon de l'époque voulaient pas changer parce qu'ils estimaient que leur survie était assurée. L'un et l'autre, d'ailleurs, ont perdu. Mais là, je pense que la majorité va porter une loi électorale, un projet de loi, une proposition de loi électorale différente dans les mois qui viennent et qui sera fondamentalement équitable. Parce qu'aujourd'hui, les voix, notamment de tous les voix de la droite ou du centre droit de l'Ouest parisien, sont très largement stérilisées par le mode de scrutin. Il s'agira simplement, c'est ça l'idée, de faire voter toute la ville de Paris pour une liste au municipal qui élira son maire, et par ailleurs d'avoir une seconde urne pour élire le maire de son arrondissement, car il est évident qu'on est attaché à ce que la démocratie municipale à Paris respire et soit à deux niveaux. Donc, mais ça permettra quand même d'avoir quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, c'est-à-dire un maire qui soit représentatif de la population réelle de la capitale. Sur le mode de scrutin pour l'élection parisienne, en 2019, avec un Marseillais, Guédi Guillon, le cinéaste, avec un Lyonnais, Tavernier, le cinéaste aussi, j'avais signé dans le journal du dimanche de l'époque, une tribune dont on voit bien que l'effet est une sorte d'effet retard. Mais à ce moment-là, les commentaires officieux qui nous étaient arrivés de la part de l'entourage du président de la République étaient sûrement pas, ni Gérard Collomb, ni, en effet, ne supporteraient un changement de cette nature. Je voudrais juste attirer l'attention sur une chose. Quand l'annonce a été faite que le mode de scrutin pour Paris allait être changé et ramené au droit commun, la gauche parisienne a dit regardez les chiffres, on s'en fiche, même avec ce mode de scrutin-là, on aurait eu le même résultat.
Il n'y a qu'un malheur, comme disait Maître Florio, c'est que si vous regardez sur quels chiffres la gauche parisienne se fonde pour affirmer qu'il ne lui arriverait rien, il ne lui serait rien arrivé si ce mode de scrutin avait été en vigueur, elle se fonde sur les chiffres du second tour. Et qu'est-ce qui manque dans les chiffres du second tour? Je vous le donne en 1000, je vous le donne en 100, je vous le donne en 1. Il manque les chiffres du 7e arrondissement. Pourquoi les chiffres du 7e arrondissement? Parce que le 7e arrondissement, celui de l'ami de Jean-Louis, est un arrondissement qui avait déjà, dès le premier tour, élu son personnel, ses conseillers de Paris. Si on rétablit le scrutin du deuxième tour avec les chiffres du 7e arrondissement, la situation est infiniment plus ouverte. Le Faubourg Saint-Germain, avec nous. Exactement. Est-ce qu'il y a une question? Oui, ici. Voilà. Oui, pour revenir à l'Ukraine, l'invasion russe en Ukraine, il y a quelque chose dont on ne parle plus du tout, ce sont les accords de Minsk. Et moi, je me demandais s'ils sont définitivement enterrés. Et plutôt, et derrière ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait derrière l'histoire, le tragique de l'histoire? On sait que la Crimée, c'est un cadeau de Khrouchtchev à l'Ukraine, alors que c'est une province russe, russophone, aujourd'hui encore. Et donc finalement, qu'est-ce qui va gagner et qu'est-ce qui va perdre? Et donc voilà, je voulais avoir votre avis sur la question. Jean-Louis. Les accords de Minsk, c'était un jeu de poker menteur absolu. Les Russes n'avaient pas du tout l'intention de limiter, de renoncer à ce qu'ils avaient conquis, et les Ukrainiens avaient été amenés à les cautionner vraiment malgré eux, sous la pression américaine, et n'ont fait preuve d'aucun enthousiasme pour les respecter. Mais maintenant, tout ça est dépassé. Nous avons affaire à un projet extrêmement précis et rappelé dans sa radicalité par M. Poutine, quand il dit qu'il veut Odessa, il veut effectivement réduire l'État ukrainien à une réalité croupion entièrement contrôlée par lui. Donc, de toute manière, maintenant, tout cela est dépassé. C'est un enjeu, comme disait Malraux, le monde est devenu trop tragique pour croire aux troisième forces. En tout cas, aux troisième voies, en l'occurrence, c'est les uns ou les autres. Soit les Ukrainiens conservent leur État souverain, démocratique, soit ils le perdent, et ça dépend en grande partie de nous. Béatrice Gibelin, pour clore cet échange. Oui, vous avez dit que la Crimée était russophone, comme si d'une certaine façon elle pouvait revenir à la Russie. Le Donbass aussi était russophone, et toute l'industrie du Donbass, c'est effectivement l'Empire russe qui l'a mis en place et qui l'a développé. Mais maintenant, on est dépassé complètement cela. Soit on garde les frontières reconnues internationales de l'Ukraine, et c'est effectivement la défaite de la Russie, soit on n'y arrivera pas, mais l'Ukraine ne se contentera pas de perdre le Donbass et la Crimée. Et toute sa stratégie en ce moment est extrêmement intéressante. Bien sûr, c'est le gel sur le front, incontestablement, mais il se passe quand même beaucoup de choses sur la mer Noire, avec une flotte russe qui est quand même extrêmement endommagée, et une Crimée qui est, elle aussi, en ce moment, assez menacée. Donc, attendons de voir. Je vous remercie. Je remercie l'école alsacienne qui nous a accueillis, qui nous a permis cet échange. Laurie Galli-Gagné et Christian Sori qui l'ont enregistré et qui ont permis ces questions. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour un nouvel esprit public.